Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. C'est le journal du soir dont voici les principales articulations. Amnesty International vient de publier un rapport accablant sur le programme de raffermissement de la République centrafricaine et sur la nécessité de renforcer la stabilisation de l'ONU, mais aussi de former les soldats sur les droits de l'homme. L'organisme international exprime la nécessité de punir les soldats responsables de violations des droits de l'homme. Nous le verrons avec nos confrères d'Afrique Actualité. Opposition et majorité présidentielle ont encore du mal à s'accorder sur l'opportunité d'un référendum au Burkina Faso. Le projet de révision constitutionnelle vient de ramener sur la table de négociation toute la classe politique du pays des hommes intègres. Le débat achoppe sur la modification ou non de l'article 37 de la loi fondamentale burkinabé. Et puis, la lueur d'espoir qui se ravive en Grande-Bretagne. Des chercheurs pensent depuis quelque temps pouvoir repousser les limites dans la fabrication d'un vaccin contre le virus Ebola. Ils ont décliné ce mardi à Londres leur intention d'aller plus loin en matière d'essais cliniques pour des traitements expérimentaux. Le point sera signé Larissa Fall Traoré. Voilà pour la vitrine, les détails dans un court instant. Bienvenue. D'abord, la République démocratique du Congo, où l'opposition parlementaire accentue sa pression pour empêcher toute révision constitutionnelle. Elle annonce la suspension de sa participation à toute plénière ayant pour ordre du jour le débat général sur cette question. L'Union pour la nation congolaise, l'UNC et l'UDPS, leurs alliés également, ne prendront en outre part aux activités de la CENI jusqu'à nouvel ordre. Le compte-rendu de nos confrères d'Afrique Actualité. Viennent d'annoncer la suspension jusqu'à nouvel ordre de leur participation aux activités de la Commission électorale nationale indépendante. Dans une déclaration faite ce dimanche, les deux groupes parlementaires de l'opposition ont également annoncé la suspension de leur participation à toute plénière qui aura pour ordre du jour les débats généraux sur le projet de loi du gouvernement congolais et entrer à la révision constitutionnelle et portant sur l'organisation des élections. Cette décision fait suite à ce qu'ils considèrent comme un passage en force du bureau de l'Assemblée nationale qui a tenté de faire adopter le projet de calendrier de la session. Le groupe parlementaire UDPS et alliés et ses partenaires, ainsi que le groupe parlementaire UNC et alliés, annoncent solennellement, tant devant l'opinion tant nationale qu'internationale, qu'ils suspendent jusqu'à nouvel ordre leur participation aux activités de la CENI et demandent à leurs représentants d'arrêter toute affaire cessante, toute participation directe ou indirecte aux activités de cette institution. Pour sa part, Clément Kankou, député de l'opposition et président du mouvement pour le renouveau, en appelle à l'unité des membres de l'opposition pour empêcher la révision constitutionnelle. Nous demandons tout simplement l'unité de l'opposition pour que le travail que nous allons faire, qu'il y ait une véritable cohésion, que nous puissions réellement peser dans la balance pour barrer la route à cette initiative que nous appelons de la révision constitutionnelle de la honte. Le même bras de fer constaté par les observateurs de la scène politique africaine. Le chef de l'État burkinabé Blaise Compaoré a convoqué mardi au palais présidentiel opposition et majorité afin qu'elles entament des discussions sur un référendum constitutionnel qui lui permettrait d'être candidat à l'élection de 2015. Une situation qui suscite de vives réactions dans la classe politique. Abdulaziz Maïga pour le compte-rendu. Pouvoir et opposition se sont rencontrés mardi au sujet d'un possible référendum dont le but serait de modifier l'article 37 de la Constitution. Un article qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et empêchant pour l'instant Blaise Compaoré d'être candidat à la présidentielle de novembre 2015. Une rencontre qui, selon la majorité, a tout son pesant d'or. Les formations de la majorité se sont toujours montrées et prêts, engagés et déterminés à soutenir toute proposition, toute initiative, tout cadre qui viendrait donc pour renforcer la stabilité
au Burkina. De l'avis de Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition tient mordicus à refuser la modification de l'article 37. Nous sommes fermement opposés à toute révision de la Constitution qui ferait sauter le verrou de la limitation du mandat. Relativement à l'offre de dialogue proposée, le Front républicain a laissé entendre qu'il est d'accord pour l'organisation du référendum. Le Front républicain y va avec sérénité, que ce soit un dialogue de plein contentieux, que ce soit un dialogue sur un ou deux aspects, nous sommes ouverts. À la fin du mois dernier, de dizaines de milliers de personnes avaient encore manifesté à Ouagadougou contre une telle initiative. Arrivé il y a 27 ans au pouvoir par un coup d'État, Blaise Compaoré termine son deuxième quinquennat après avoir effectué 2 septennats. Les chefs de 10 régions du Cameroun sont réunis à Yaoundé dans la capitale autour du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation à l'effet de réfléchir sur les enjeux sécuritaires du pays. Sur la table des gouverneurs figure en bonne place le problème du trop-plein d'immigrés dans le pays. Depuis le début de l'année, le Cameroun fait face à un flux de réfugiés sur son territoire. Ils sont pour la plupart originaires de la République centrafricaine et du Nigeria. Les camps à eux alloués sont pleins, mais le gouvernement camerounais entend faire le nécessaire avec l'appui du HCR pour assurer la survie de ces populations. Le compte-rendu de Mélanie BTB d'Afrique Actualité. Ils sont plus de 500 000 les réfugiés centrafricains qui affluent dans la région de l'Est Cameroun depuis le début de la crise centrafricaine. Des hommes et des femmes qui ont tout perdu et qui attendent de trouver auprès des autorités camerounaises le soutien et l'assistance. Sur un tout autre front, dans la partie septentrionale du Cameroun, ce sont des Nigérians fuyant les exactions de la secte Boko Haram qui ont trouvé refuge sur le territoire camerounais. Au mois de mai, on avait 2500 réfugiés au camp Minao, mais au jour d'aujourd'hui, ils sont pratiquement 15 000. Et à la fin de la semaine, ils seront 20 000. La situation des réfugiés est préoccupante. L'aide alimentaire est perceptible. Les besoins sanitaires sont très nombreux. La gestion de la prise en charge de ces réfugiés s'est invitée sur la table de la conférence des gouverneurs des 10 régions du Cameroun à Yaoundé. En parallèle également, les problèmes sécuritaires auxquels fait face le Cameroun. Parce qu'il faut bien le dire, les prises d'otages et les attaques des populations de l'extrême nord par la secte Boko Haram et à l'est par les ex-Séléka donnent des insomnies aux autorités camerounaises. Les autorités administratives, évidemment, procèdent à des identifications, à des contrôles pour essayer évidemment de sécuriser nos populations. Et dans le cas de l'extrême nord, bien évidemment, il est question de ne pas laisser entrer des adeptes de la secte Boko Haram. Ajoutant aux problèmes sécuritaires, les mesures prises par le gouvernement pour prévenir les populations d'une éventuelle contamination au virus Ebola qui sévit déjà au Nigeria voisin. Nous maintenons la fermeture. Au niveau des principales villes, il a été également mis sur pied des centres de quarantaine, des centres d'isolement au cas où un cas de fièvre serait signalé pour que les malades ou les suspectés malades puissent être admis. C'est dire si au Cameroun, les chefs des régions que sont les gouverneurs sont en alerte maximale. Je vous le disais en titre, l'ONG Amnesty International s'est exprimée sur la situation des droits humains en Centrafrique. Elle a évoqué dans un rapport la nécessité de renforcer la force de stabilisation de l'ONU, mais aussi de former les soldats sur les droits de l'homme. Elle a par ailleurs appelé la nécessité de punir les soldats responsables de violations de droits de l'homme. La République centrafricaine a besoin de troupes suffisantes pour protéger les populations sur tout le territoire du pays. La conclusion faite par l'ONG de défense des droits humains Amnesty International formule en clair la nécessité d'un renforcement de la mission de stabilisation pour éviter des violences dans le pays. Pour nous, il faut vraiment gagner la confiance de la population et s'assurer qu'on prévient les violations des droits humains. Pour faire cela, il faut ouvrir les enquêtes indépendantes et rigoureuses sur les violations déjà commises et aussi assurer une procédure de contrôle des troupes
pour prévenir des violations futures. Amnesty International souhaite que désormais la communauté internationale mette l'accent sur la prévention des conflits en Afrique et particulièrement en RCA. C'est vrai que c'est très important de prévenir les conflits plutôt que réagir après. Et la situation en Centrafrique, ça vient d'une décennie de négligence, de l'oubli de la communauté internationale. Et donc c'est un moment très important maintenant qu'on focalise l'attention sur ce pays, qu'on renforce les forces militaires, les casques bleus sur terrain pour qu'on puisse stabiliser la situation maintenant, mais aussi prévenir les conflits futurs. En juillet dernier, l'organisme de droits de l'homme a publié à Dakar un rapport intitulé « République centrafricaine, il est temps de rendre des comptes ». Le document rassemble les crimes supposés commis entre décembre 2013 et mai 2014 en RCA, citant des personnalités et des membres de l'armée impliqués dans des atrocités. Politique toujours, à moins d'un mois d'élections législatives en Tunisie, les différents partis politiques fourbissent leurs armes afin d'avoir la meilleure assise au Parlement de Tunis. Ce mardi s'est tenu un grand congrès du parti islamiste Ennahda, au cours duquel le président d'honneur de cette formation politique, Rached Ghannouchi, a dit faire confiance au peuple tunisien. Uriel Abaga. Le président d'honneur du parti islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, a déclaré ce mardi sa confiance au peuple tunisien, un mois environ avant les législatives du 26 octobre prochain. La réussite du processus démocratique en Tunisie est l'objectif affiché des islamistes, en plus de la victoire au scrutin du mois prochain. Rached Ghannouchi a profité de l'occasion pour brièvement énoncer le plan de sa formation politique. Nous avons confiance en notre peuple sur le fait qu'il ne recule pas et qu'au contraire, il donne davantage. De toute manière, notre plus grand objectif, plus grand que la victoire d'Ennahda, c'est la réussite du processus démocratique. Le plan d'Ennahda pour gagner contient 2 points. Le premier est de faire réussir le processus électoral. Le deuxième, la réussite d'Ennahda. Rached Ghannouchi souhaite la poursuite du consensus trouvé au sortir du dialogue national du début de l'année 2014 qui, selon ses mots, a fait sortir le pays de la crise et de l'impasse. Ali Larayed, secrétaire général d'Ennahda, a quant à lui présenté les grandes lignes du programme électoral du parti. Il a promis de faire passer la Tunisie d'une économie de rente à une économie de concurrence, une croissance de 6% par an sur les 5 années à venir et des réformes radicales dans les domaines bancaires et fiscaux. Sanaa, la capitale du Yémen, est depuis ce mardi sous le contrôle quasi total des rebelles chiites, moins de 2 jours après la signature d'un accord censé mettre un terme au combat qui avait lieu dans le nord de la ville. Le président yéménite dénonce un coup monté qu'il attribue au pays extérieur et craint une guerre civile. Plus de détails dans ce reportage d'Uriel Abaga. Les rebelles chiites du groupe Ansar Wallah ont pris depuis ce mardi le contrôle de la ville de Sanaa, capitale du Yémen. Ils circulent dans les rues à bord de véhicules tout-terrain et ont dressé des barrages de contrôle qui obligent les populations à rester à leur domicile. Cette prise d'assaut est intervenue au lendemain d'un accord ayant mis fin au combat enregistré ces derniers jours entre ces rebelles chiites et leurs adversaires du parti sunnite Al-Islah, soutenus par les forces armées du Yémen. Les propos de Jamel Ben Omar, représentant de l'ONU, qui a annoncé ce lundi l'effondrement des forces armées yéménites, se confirment donc. Abderrabo Mansour Hadi, président de la République, a dénoncé un complot dépassant les limites du Yémen, qui implique des forces internes et externes et qui est de nature à provoquer une guerre civile. Cette situation enfonce un peu plus un pays qui, depuis le départ en 2012 de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, vit une transition politique difficile. Les membres d'Ansar Wallah ont procédé à la fermeture des 2 plus grands hôpitaux de Sanaa, ont pillé des camps militaires et les résidences de certains responsables du parti sunnite Al-Islah, dont celle de Tawakkol Karman, prix Nobel de la paix en 2011. En bref, Barack Obama a salué mardi la force de la coalition qui a attaqué pour la première fois les djihadistes de l'organisation État islamique
en Syrie, preuve selon lui que les États-Unis ne sont pas seuls dans ce combat. Le président américain a indiqué, je cite, « Cet effort prendra du temps, nous ferons face à des difficultés, mais nous ferons ce qui est nécessaire pour combattre ce groupe terroriste, pour assurer la sécurité de ces pays, de la région et du monde entier ». Fin de citation. Les frappes des États-Unis et de leurs alliés arabes mardi ont été menées au moyen d'avions de chasse, de drones et de bombardiers et 47 missiles Tomahawk tirés depuis les navires américains opérant dans les eaux internationales de la mer Rouge et du Golfe selon le Pentagone. Dans la foulée, le locataire de la Maison-Blanche a rencontré des dirigeants des pays arabes engagés dans les frappes aériennes en Syrie. Justement, le président américain a estimé que la formation d'une coalition contre l'organisation de l'État islamique envoyait un message clair face aux djihadistes ultra-radicaux et de leurs alliés arabes. Les États-Unis ont pour la première fois, je vous le disais, attaqué mardi. Et selon le président Obama, cette coalition démontre la détermination de la communauté internationale à affaiblir et détruire non seulement l'État islamique, mais aussi le type d'idéologie qui mène à tant d'effusion de sang. Rappelons que des drones, des bombardiers et des missiles Tomahawk américains ont été largués mardi sur des positions djihadistes de l'État islamique. Et c'est dans cette optique qu'en France, une dizaine de féminines au sein nu et Tomahawk Kalachnikov en plastique au poing ont brièvement manifesté mercredi matin sur les Champs-Élysées à Paris pour demander aux infidèles de résister au groupe djihadiste État islamique. Devant une banderole rose, elles ont appelé tous ceux qui se sentent menacés à montrer leur hostilité aux idées de l'État islamique. L'organisation avait appelé les musulmans à tuer des citoyens, notamment français et américains, des pays formant la coalition. Et nous annonçons qu'Hervé Gourdel, l'otage français enlevé en Algérie il y a 72 heures, a été décapité par ses ravisseurs ce matin. Un groupe lié à l'organisation État islamique ayant enlevé ce ressortissant français dimanche a diffusé mercredi une vidéo intitulée « Message de sang pour le gouvernement français » montrant sa décapitation. Ce groupe Jaune Al-Khalifa avait menacé lundi de tuer Hervé Gourdel, un guide de haute montagne de 55 ans, si la France ne renonçait pas sous 24 heures à ses frappes aériennes en Irak, un ultimatum rejeté mardi par le président François Hollande. Le nouveau bilan des Nations Unies au 21 septembre présenté ce mardi à Genève devant le Conseil des droits de l'homme par le secrétaire général adjoint en charge des questions montre que le conflit en Ukraine a fait plus de 3245 morts. Pour l'institution onusienne, ce bilan devrait s'accroître puisqu'il ne repose que sur des sources disponibles. Regardons ce reportage de Dina Koussou. C'est devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU que le secrétaire général adjoint en charge des droits de l'homme a présenté le nouveau bilan au 21 septembre de la crise en Ukraine. De cette communication, il en ressort que le conflit en Ukraine a déjà occasionné la mort de plus de 3200 personnes. Registered death toll as of 21st September is 3,543. Le bilan au 21 septembre s'élève à 3543 tués si nous incluons les 298 victimes du crash de l'avion de la Malaysian Airlines. Et ce nombre est sans doute significativement plus élevé car il ne repose que sur les sources disponibles. Le secrétaire général adjoint aux Nations Unies a profité de cette occasion pour inviter toutes les autorités ukrainiennes à faire respecter les droits de l'homme qui sont parfois violés par l'armée régulière ou par certains volontaires au combat. Dans les zones où le gouvernement a repris le contrôle, il est crucial de pouvoir enquêter de façon impartiale et complète sur les accusations d'abus des droits de l'homme et de violations perpétrées à la fois par les forces régulières et par des bataillons de volontaires. Signalons que dans le cadre du strict respect des droits de l'homme, les Nations Unies ont exprimé ce mardi leur inquiétude sur les nouvelles lois antiterroristes adoptées dans de nombreux pays, qui permettent une détention préventive de 30 jours d'un individu au lieu des 60 heures prévues auparavant, favorisant ainsi le non-respect des droits de l'homme.
Santé à présent, les médecins ont décliné ce mardi à Londres leur intention d'aller plus loin en matière d'essais cliniques pour des traitements expérimentaux du virus Ebola. Objectif, trouver une thérapie pour traiter et empêcher cette épidémie qui fait des ravages. Le point avec Larissa Fall-Traoré. Les scientifiques britanniques disent pouvoir aller plus loin en matière d'essais cliniques en vue de trouver des traitements adéquats contre le virus Ebola. Un engagement qui détermine leur lutte contre cette épidémie qui s'est vue depuis peu en Afrique et qui aurait, selon l'OMS, fait 30 000 victimes à ce jour. À court terme, cette épidémie va être contrôlée par des mesures classiques. Et c'est absolument crucial et rien ne devrait empêcher cela. Et il faut que cela ait lieu d'une manière encore plus grande qu'à présent et avec davantage d'urgence. Les chercheurs sont à pied d'œuvre dans des centres d'analyse pour la mise en place des traitements expérimentaux. L'objectif ici est d'éviter que cette épidémie n'atteigne 2015. Les médecins craignent également la venue d'autres virus si rien n'est fait pour traiter et stopper cette infection dans les plus brefs délais. Il y avait beaucoup de critiques sur la Sierra Leone concernant les 3 jours de confinement mis en place. Mais en réalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pu passer le message sur les mesures à prendre à des communautés qui n'avaient pas réussi à atteindre jusque-là. Toutefois, l'unilatéralité de la langue anglaise chez les médecins en charge de la lutte contre le virus Ebola ne facilite toujours pas la communication avec des pays francophones. Aller plus loin certes, mais les gouvernements attendent des traitements efficaces pour l'éradication de cette épidémie. Au Kenya, à présent, à la suite d'une audience une nouvelle fois ajournée, l'avocat de la défense des 4 accusés du procès de l'attaque du centre commercial Westgate à Nairobi a affirmé ce mardi que ses clients se sont fait agresser en prison. Cette information remet en cause la qualité de leur traitement. Les détails avec Dina Kousso. Hussein Hassan Mustafa, Mohamed Ahmed Abdi, Liban Abdullah Oumar et Adan Mohamed Abdikadir, les 4 accusés du procès de l'attaque du centre commercial de Westgate à Nairobi, disent avoir été agressés en prison par des gardes pénitentiaires. Face à un procès ouvert depuis janvier, mais dont la progression est lente, l'avocat de la défense semble inquiet des conditions de traitement de ses clients. Les conditions ne sont pas acceptables. Je pense que c'est pourquoi ils veulent se protéger du public et de la cour. Ils sont sérieusement blessés, ils sont blessés aux mains et aux jambes. Bien que l'agression soit démentie par le premier responsable de la prison, l'avocat de la défense souhaite que ses clients soient vus par le magistrat. C'est pourquoi nous avons voulu qu'ils soient vus par le magistrat. Mais les autorités de la prison ont fait de leur mieux pour essayer de les cacher à la justice. Rappelons que les 4 hommes sont accusés d'avoir aidé les assaillants qui ont tué au moins 67 personnes dans le centre commercial en septembre 2013, mais pas d'avoir directement pris part à l'assaut. Parlons à présent de ce drame qui s'est déroulé en Inde. Un tigre blanc qui a attaqué et tué hier en après-midi un jeune homme au zoo de New Delhi. La victime semblait avoir franchi une barrière ou être tombée par inadvertance dans l'enclos de l'animal, selon des témoins. Roland Djakou fait le récit. Grande frayeur mardi dans le parc national zoologique de New Delhi. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été attaqué et tué par un tigre blanc aux environs de 13 h, heure locale, soit 8 h en Afrique centrale. Selon les témoins, la victime semble avoir enjambé la balustrade pour entrer dans l'enclos de l'animal. C'est la première fois qu'un incident de ce type se produit dans cet enclos, selon un responsable du zoo, Rohit Kumar. Le tigre a attrapé le jeune homme par le cou et les témoins ont raconté avoir essayé de le sauver, mais en vain. L'enclos du tigre ne fait qu'une 60aine de centimètres de hauteur, ce qui serait très bas, selon un témoin qui ajoute que la victime aurait souffert 10 à 15 minutes avant l'arrivée de la police qui n'a pas pu le sauver. La sécurité du zoo n'a pas pu empêcher la victime, qui semblait sous l'emprise de l'alcool, de s'approcher de l'enclos de l'animal. En revanche, elle attend que la police qui a ouvert une enquête leur révèle l'identité de l'adolescent. Le zoo de Delhi possède 3 tigres blancs et un seul d'entre eux est présenté chaque jour aux visiteurs dans l'enclos. Cette race de tigres se trouve en Asie du Sud et de l'Est, en particulier en Inde, et est considérée comme une espèce en danger. Du sport, à présent, représentants du continent africain au championnat du monde féminin de volleyball qui ont débuté ce mercredi en Italie. Le Cameroun et la Tunisie ont la lourde mission de donner une meilleure image du volley africain
en quête d'une première qualification au second tour d'un championnat du monde. Voyons ce reportage de Mamadou Niang. C'est ce mercredi que le coup d'envoi de la 17e édition du championnat du monde de volleyball féminin a été donné en Italie. Représentants du continent africain, le Cameroun et la Tunisie tenteront de réussir l'exploit d'une qualification au second tour, jamais réalisée par une sélection africaine. Camerounaises et tunisiennes n'auront pas la partie facile, au contraire. Les Lions indomptables figurent dans le groupe B très relevé en compagnie du Canada, du Brésil, de la Serbie, de la Bulgarie et de la Turquie. Les Tunisiennes, elles, partagent le groupe A avec le pays organisateur l'Italie, la République dominicaine, l'Allemagne, la Croatie et l'Argentine. Les Russes, champions d'Europe et double championnes du monde, les Brésiliennes, double médaillées olympiques et double vice-championnes du monde, seront les grandissimes favorites du tournoi qui prend fin le 12 octobre prochain. C'est la fin de ce journal, mais d'abord le rappel de ses principales manchettes. Amnesty International vient de publier un rapport accablant sur le programme du raffermissement de la Centrafrique et sur la nécessité de renforcer la force de stabilisation de l'ONU, mais aussi de former les soldats sur les droits de l'homme. L'organisme international exprime la nécessité aussi de punir les soldats responsables de violations des droits de l'homme. Opposition et majorité présidentielle ont encore du mal à s'accorder sur l'opportunité d'un référendum au Burkina Faso. Le projet de révision constitutionnelle vient de ramener sur la table des négociations toute la classe politique du pays, des hommes intègres. Les débats achoppent sur la modification ou non de l'article 37 de la loi fondamentale burkinabé. Et puis santé et la lueur d'espoir qui se ravive en Grande-Bretagne. Des chercheurs pensent depuis quelque temps pouvoir repousser les limites dans la fabrication d'un vaccin contre le virus Ebola. Ils ont décliné ce mardi à Londres leur intention d'aller plus loin en matière d'essais cliniques pour des traitements expérimentaux. La méditation de ce soir sur les qualités humaines tirées de la culture paoulé. Le mauvais nom va devant, le bon le suit, mais sans jamais le rattraper. Bonsoir.